Merci, bonjour à tous. Alors la semaine dernière, j'étais à Oslo et quand je suis arrivé à l'hôtel, le gars à l'accueil m'a demandé si je voulais devenir membre du club Carlson. Alors dans un premier temps, j'ai dit non merci. Et il m'a dit, mais écoutez monsieur, si vous devenez membre du club Carlson, eh bien je vais upgrader votre chambre. Alors là, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, parce qu'en plus c'était gratuit. Alors je suis devenu membre du club Carlson. Il m'a remis cette carte. Et à votre avis, cette carte, au-delà d'être une carte de fidélité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette carte, à votre avis? Oui, on se rapproche de la réponse que j'attends. Ça permet de collecter des données. En fait, pour moi, c'est un kit de survie. Alors la deuxième question que je vous pose, à votre avis, c'est un kit de survie contre qui ou contre quoi? Laquelle? Non, ce n'est pas contre les autres chaînes hôtelières, c'est contre Booking.com. Merci Laurence. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui parmi vous connaît ou a utilisé Booking.com? Levez la main s'il vous plaît, bien haut, que je la vois. Vaste majorité. Maintenant, soyez honnêtes, qui connaissait Booking.com il y a 5 ans? On a quelques early adopters par-ci par-là. Voilà, alors qu'est-ce qu'on vient de voir? On voit qu'en quelques années, Booking.com est devenu un hub. Et c'est vachement intéressant parce que Booking.com, la promesse initiale pour les hôtels et pour les chambres d'hôtel, c'était « je vais vous apporter des nouvelles sources de business, des nouvelles sources de revenus ». Alors les hôtels se sont frottés les mains, bien entendu, mais ça c'était la première phase. La deuxième phase, Booking.com, comme on vient de le démontrer avec ce petit sondage, est devenu un hub. Et ça veut dire que si vous êtes hôtel aujourd'hui, eh ben, vous devez être sur Booking.com et vous devez payer pour ça. Et comme tous vos petits camarades sont aussi sur Booking.com, si vous voulez être plus visible que les autres, il faut payer plus. Par ailleurs, chaque fois que quelqu'un va réserver une chambre sur Booking.com, eh ben, Booking prend une partie de la transaction à travers une commission. Et puis par ailleurs, Booking.com collecte des tonnes et des tonnes de données sur toutes les réservations. Et donc aujourd'hui, qui est le mieux placé pour pouvoir prédire à quel tarif mettre les chambres d'hôtel tel jour à tel endroit? Eh ben, c'est Booking.com parce qu'ils font du big data sur toutes ces données-là. Et donc, ce que je viens de décrire, cet exemple de Booking.com, illustre parfaitement une instance, un exemple de stratégie de plateforme qui sont mises en œuvre depuis une quinzaine d'années par les acteurs du numérique. Et cette stratégie, en gros, c'est on regarde la chaîne de valeur, on regarde où les marges se font, on s'insère dans la relation client le plus près possible de l'utilisateur final, on capture la relation client, et puis au passage, on capture une bonne partie des marges. Et donc pourquoi est-ce que cette carte est en fait un kit de survie? Parce que le gars à la réception a vu que j'avais fait ma réservation sur Booking, et il m'a dit, maintenant, désormais que vous êtes membre de ce club, eh bien, n'allez plus sur Booking.com pour réserver votre chambre d'hôtel, allez directement sur le site du club, on upgradera votre chambre à chaque fois gratuitement. Et donc, en fait, c'est un kit de survie parce qu'ils essaient tout simplement de récupérer la relation client qu'ils ont perdue depuis, on va dire, 5 ans, pour récupérer les marges qu'ils ont perdues avec ça. Donc ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, on est du côté d'Apple maintenant. Alors, vous avez, j'imagine, un certain nombre d'entre vous, un iPhone dans la poche, et vous savez qu'il y a une grande partie de la valeur de l'iPhone qui se trouve, non pas dans le device lui-même, mais dans les applications. Les applications qui permettent de répondre à tout et à n'importe quoi, souvent à n'importe quoi d'ailleurs. Et Apple aurait très bien pu se dire, il y a 10 ans, quand ils ont lancé l'iPhone, eh bien nous, Apple, on va développer des applications, nous-mêmes, avec nos ingénieurs, des applications pour répondre à tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait à la place, eh bien, ça a été la mise en place de l'App Store. L'App Store, c'est une plateforme, c'est un autre type de plateforme, c'est des plateformes que j'appelle d'infrastructure, et Apple a mis en place un environnement de développement qui permet à des tiers, à des personnes qui ne travaillent pas pour Apple, enfin qui ne sont pas salariés d'Apple, mais qui de facto travaillent pour Apple d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est plus de 200 000 développeurs qui travaillent pour Apple sans être salariés d'Apple. Et ça permet à cette foule externe, cet écosystème externe, de développer des applications pour absolument tout et n'importe quoi. C'était le deuxième exemple. Troisième exemple, maintenant on va passer du côté du monde industriel. Jusqu'à maintenant, j'étais sur des exemples en B2C, et je vous ai mis ici
je vais vous la lire parce qu'on n'arrive pas à la lire, c'est tout en bas. La mission d'une entreprise qui est, alors je vais la traduire en français, accélérer la transition vers un monde énergétiquement meilleur. Est-ce que vous savez de quelle entreprise est-ce qu'il s'agit? Saint-Gobain. C'est pas Saint-Gobain. C'est pas Lafarge non plus. Il faut aller un petit peu plus loin. C'est pas EDF. C'est pas Bouygues. Non, alors je vous le dis, c'est Tesla. La mission de Tesla n'est pas de vendre des bagnoles, mais la mission de Tesla est d'accélérer la transition vers un monde énergétiquement meilleur. C'est pas un peu bizarre, ça? Et en fait, ça, c'est un point commun qu'on retrouve dans toutes ces entreprises du Nouveau Monde, que j'appelle organisation ouverte, j'y reviendrai tout à l'heure. Elles ont toutes des missions extrêmement inspirantes, aspirationnelles, qui parlent aux tripes. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Deuxième point important à propos de Tesla, et on va regarder surtout le troisième des points qui est là-haut. Ils mettent en œuvre également une stratégie de plateforme. Ils ont mis en place ce qu'on appelle une API, plateforme d'infrastructure si vous voulez, qui permet à des développeurs externes de développer des applications pour la Tesla. Donc c'est intéressant de voir que des stratégies qui sont historiquement issues du monde du numérique passent petit à petit dans le monde industriel. Quatrième et dernier exemple où on reste dans le monde industriel, cette fois-ci on est chez General Electric. General Electric, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, qui a réussi par le passé à de nombreuses reprises à se transformer et à s'adapter au monde dans lequel il se trouve. Et ce qu'ils sont en train de faire par rapport au digital industriel est extrêmement intéressant. Alors, General Electric, comme vous le savez, produit des équipements industriels, des turbines, tout un tas de trucs. Ces équipements industriels sont bardés de capteurs, ça génère des tonnes et des tonnes de données, et en s'appuyant sur ces données, en faisant du big data, eh ben, l'entreprise peut proposer des services à valeur ajoutée à leurs clients. De la maintenance prédictive, de l'excellence opérationnelle, etc., etc. Et General Electric, à l'instar d'Apple dont je parlais tout à l'heure, aurait très bien pu se dire « Nous allons développer des applications industrielles pour nos clients nous-mêmes ». Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. À l'instar d'Apple, ils ont mis en place un environnement de développement qui s'appelle Predix. Et Predix est en fait le premier App Store à vocation industrielle. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est extrêmement intéressant parce que les stratégies de plateforme qui ont été mises en œuvre par les acteurs du numérique depuis une quinzaine d'années dans des domaines B2C sont en train d'arriver dans le monde industriel. Et ça, en termes d'impact, ça risque d'être un ordre de grandeur par rapport à toutes les disruptions qu'on a vues jusqu'à maintenant depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc 4 exemples, 2 en B2C, 2 en B2B industriel, et qui ont illustré un certain nombre de caractéristiques que l'on peut observer dans des nouvelles formes d'entreprise. Alors, j'en arrive à la partie un petit peu analyse que je voulais partager avec vous, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a de manière très simplifiée, il y a 4 types d'entreprises qui coexistent. Il y a les entreprises que j'ai qualifiées ici de traditionnelles, entreprises qui sont issues en fait de la première révolution industrielle, qui ont un certain nombre de caractéristiques, qui ont été, on va dire, la forme et la façon de faire de ces entreprises a été designée pour répondre à un certain nombre de besoins dans un contexte donné. Deuxième catégorie d'entreprises, ce sont les entreprises qui ont commencé à apparaître il y a une quinzaine d'années, les acteurs du numérique, les gros du numérique, donc les Google, les Facebook, etc., etc. Vous les connaissez tous aussi bien que moi. Plus récemment, ce que j'appelle ici digital-like, c'est les entreprises industrielles qui sont apparues depuis, on va dire, entre 5 et 10 ans, qui ont de nombreuses caractéristiques qu'elles partagent avec les acteurs du numérique. Vous prenez un Tesla, un SpaceX, un Blue Origin, la DARPA, etc., sont toutes des organisations qui partagent des caractéristiques, et je vais revenir sur ces caractéristiques après, avec les entreprises du numérique. Et puis enfin, ce que j'ai appelé ici les mutants, les entreprises qui se transforment, avec comme exemple General Electric, ce sont ces entreprises issues de l'ancien monde qui, au cours de leur transformation numérique, commencent à adopter ces caractéristiques qu'on retrouve dans les entreprises du Nouveau Monde. Alors, justement, quelles sont ces entreprises du Nouveau Monde? Alors moi, je parle d'open organization. J'ai fini par me convaincre, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à ces questions,
Et j'ai fini par me convaincre que toutes les évolutions, toutes les transformations qu'on a vues en management d'innovation depuis 10 ou 15 ans ne sont en fait que les prémices de quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus large. Et je pense que nous arrivons à une nouvelle forme d'entreprise, une nouvelle forme organisationnelle. Et je les appelle Open Organization, donc le prolongement de l'Open Innovation dont on parlait juste avant dans l'intervention précédente. Alors, dans les caractéristiques, il y en a une première. Toutes ces entreprises sont extrêmement centrées utilisateurs. Rappelez-vous l'iPod, pardon, ce n'est pas un baladeur qu'on vous propose. C'est une expérience qui permet d'écouter de la musique en mobilité où toute la chaîne est prise en compte. L'achat de la musique, transporter la musique bien sûr, la gérer, etc. Deuxième caractéristique, toutes ces entreprises sont digital enabled. Alors, ce que je veux dire par là, attention, je ne suis pas en train de dire que ces entreprises ont un business digital. Je dis simplement que le digital intervient dans toutes les strates de l'entreprise pour la rendre plus efficiente. Donc on est vraiment sur ces notions d'excellence opérationnelle, d'industrie 4.0 quand on est sur de l'industriel, comme ça a été évoqué dans des interventions précédentes. Troisième caractéristique, toutes ces entreprises du Nouveau Monde, toutes ces organisations ouvertes implémentent des stratégies de plateforme. Je n'en dis pas plus pour l'instant, car c'est mon slide d'après. Ah, tiens, ils n'apparaissent pas dans le bon sens, c'est marrant. Donc, cinquième caractéristique, et je reviendrai sur la quatrième, j'espère après. Cinquième caractéristique, toutes ces entreprises ont des missions aspirationnelles, inspirantes, qui parlent aux tripes. Alors pourquoi ? J'aurais préféré dire le point d'avant, parce que ça m'aurait facilité la tâche, mais vous ferez la petite gymnastique vous-même. Parce que toutes ces entreprises tentent de mobiliser des écosystèmes externes, et on n'a pas de relation hiérarchique avec l'écosystème externe, et donc pour mobiliser des gens qui viennent de l'extérieur, les faire avancer dans une certaine direction, il faut une vision et une mission qui parlent aux tripes. Il faut faire rêver, si vous voulez. D'où la mission de Tesla et d'où la mission de toutes les entreprises, de toutes ces nouvelles entreprises qui sont apparues depuis une dizaine d'années. Et enfin, et ça va avec les stratégies de plateforme, toutes ces entreprises ont recours à ce que j'appelle ici le talent on demand, ou staff on demand. Il y a une dizaine d'années, j'étais à San Francisco pour un déplacement professionnel, et ça, c'est une tendance qui était en train d'apparaître, cette notion de mobiliser des talents à la demande, mais c'était tout petit. Maintenant, aujourd'hui, en 2017, c'est vraiment quelque chose qui a littéralement explosé, aussi bien du côté des grandes entreprises qui de plus en plus cherchent à mobiliser des talents à la demande, que du côté aussi des plateformes qui permettent d'accéder à ces talents. Voilà, donc 5 caractéristiques. Je redis un mot, et ce sera la fin, sur les stratégies de plateforme. Je vous propose ici une segmentation qui est relativement simplifiée. 3 types de stratégies de plateforme. Premier type, c'est celle que j'appelle BIFAS, ou two-sided ici. C'est les Google, les Facebook, etc. Et l'idée, c'est la suivante. En général, ces plateformes proposent, généralement en B2C et généralement gratuitement, un service à forte valeur ajoutée, le search par exemple de Google, et en échange de ce service à forte valeur ajoutée, vous acceptez de donner gratuitement vos données qui vont être, sur la deuxième phase du business model, valorisées pour que l'entreprise puisse gagner de l'argent. Deuxième catégorie, c'est les plateformes d'offres et de demande. Alors les exemples ici, vous les connaissez tous très bien, Uber, Airbnb, etc. etc. L'idée, c'est la suivante. On a une chaîne de valeur qui est déstructurée à l'origine, avec une offre latente, une demande latente, qui n'était pas connectée, mais grâce au numérique, on met de l'ordre dans le bordel qui préexistait. Et on connecte une offre et une demande. Donc ça, c'est les plateformes offre et demande. Et enfin, troisième catégorie que je trouve personnellement les plus intéressantes, ce sont les plateformes d'infrastructure. Certains parlent de méta-plateformes également. Donc là, ce sont des plateformes qui permettent de mobiliser un écosystème externe, que ce soit des développeurs ou autre chose, afin d'accomplir des tâches pour l'entreprise et pour la création de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu en B2C et qui maintenant est en train d'arriver plein pot également dans le monde industriel.
Voilà, donc petite conclusion. S'il y avait, on va dire, 3 messages à mémoriser ce matin. Première chose, moi je vois le numérique comme un pharmacone. Alors, pharmacone, pour ceux qui ont encore quelques souvenirs de philo en terminale, le pharmacone, c'est quelque chose qui est à la fois un poison et un remède. Donc c'est un poison au sens, c'est la tendance disruptive qui vient changer les règles du jeu pour beaucoup d'entreprises traditionnelles, mais c'est aussi les technologies, les méthodes, les formes organisationnelles, etc., qui vont permettre à ces entreprises de l'ancien monde de se transformer, de s'adapter au nouveau monde et pour demain, on l'espère, faire partie des survivants. Deuxième point, comme je vous le disais, je suis complètement convaincu que l'entreprise qu'on a inventée à la première révolution industrielle est en train de connaître des changements profonds. Je parle d'open organizations et je vous annonce un scoop. Je pense que désormais, je vais parler de Grateful Dead Organizations parce que je crois que ça rejoint parfaitement l'intervention précédente. Donc, nouvelles formes organisationnelles, et ces nouvelles formes organisationnelles, un certain nombre de caractéristiques, dont 2 que j'estime extrêmement importantes et intéressantes, ce sont les stratégies de plateforme et la capacité à mobiliser des talents à la demande. Je vous remercie.